Un mec qui se pointe avec du cash, je te dis, soit il fait de la restauration, soit il est dealer, sauf si c'est un gros ricain. Et tu te dis, bon bah voilà, c'est normal parce qu'eux ils ont cette culture de je veux mon oseille, je veux mon rouleau, et je veux le sortir et je veux le dégainer. Nous c'est un truc en France, t'as de l'argent d'ailleurs, tout le monde te dit, attention, sors pas ta liasse. Moi je fais des restos où les gars ne veulent plus de cash. Je lui dis, bah j'ai que ça. Il dit, bah j'ai pas de solution. Il y a une économie parallèle, des paiements de plein de choses qui va disparaître. Moi j'ai perdu l'habitude de compter les taxes parce que ça me rendait malade au début. Mon père était agriculteur pendant 40 ans, il a fait plus d'heures que moi. Et là il a une retraite à 750 balles. En faisant des manifestations, ils pensent qu'ils ciblent les bonnes personnes. Donc ils se disent on veut saigner les ultra riches. Les ultra riches ils ont déjà bien tout caché, à droite à gauche, ils ont des montages financiers. Et en fait ça retombe sur qui? Sur nous, la deuxième ligne. Comment tu impactes le prix de l'électricité et du gaz sur un burger? Comment tu dis et tu expliques au mec en face de toi que ton gaz il a doublé et que ton élec elle a triplé. T'as 20 ans en 2024 et rien peut t'arrêter. On va dire oui c'est un problème d'argent, va le chercher l'argent. Les gens qui venaient du Venezuela qui se sont fait vider les comptes et qui disent bah le bitcoin c'est le futur. Tu dis ah. Salut Joseph, tu vas bien? Ça va très bien. Super, on est à Paris. Aujourd'hui le thème c'est d'interviewer un entrepreneur. Quelqu'un qui a un peu les mains dans le cambouis parce qu'on parle souvent de la France, les producteurs de valeur, les gens qui ont des PME et qui sont un peu attaqués à la jugulaire par l'État. Et on s'est dit que ça serait bien de donner la parole à quelqu'un comme toi. Pour brosser un petit peu ton parcours, tu es un ancien footballeur professionnel, tu joues en national. Et tu es arrivé un petit peu à Paris il y a une quinzaine d'années, je crois. 13 ans. 13 ans. Avec ton baluchon, tu es arrivé, tu as démarré serveur. Et aujourd'hui, tu es propriétaire de 4 restaurants dans Paris. Exactement. Tu emploies 130 salariés. Et ongoing, quoi. Ouais, même avec 4 structures, on a encore les mains dedans. Et en plus, c'est important de les avoir, je pense c'est super important. À chaque fois, je me dis, ah tiens, la prochaine, on aura trouvé l'équilibre et il y aura plus besoin de moi, je chapeauterai. Mais en fait, c'est juste pas possible. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours brièvement pour qu'on comprenne comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence entre quelqu'un qui va arriver à Paris et qui va rester un petit peu à son statut de serveur et toi qui en 15 ans va réussir à monter un petit empire? Après, on va pas se mentir, le réseau auvergnat aide beaucoup. Moi, je suis arrivé à Paris, j'avais 2-3 potes qui étaient là, qui étaient juste serveurs, des potes qui avaient des affaires. Donc au début, tu viens et tu dis, vas-y, on va découvrir. Moi, je voulais changer de vie, tourner une page parce que j'allais pas très bien dans ma vie aurillacoise. Et je suis arrivé à Paris et c'était une bulle d'air, génial, incroyable. Et là, tu te rends compte que cette ville est folle. Même si, et même en 2024, elle l'est encore. Même si beaucoup de gens pensent qu'elle va moins bien. Et tu te rends compte très vite que tu peux évoluer, tu peux avancer. Et que tout le monde a sa chance. Même si, effectivement, je suis auvergnat, mais le réseau ouvre les portes à tout le monde. C'est la fameuse, le stéréotype, on va dire, que du brasseur auvergnat, de l'ancien Bougna, donc le stéréotype de l'auvergnat qui détient un petit peu, qui détiendrait toutes les affaires dans Paris de brasserie et de vente de limonade, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a vraiment une vraie solidarité. Quand tu arrives, on te dit, tiens, tu vas aller bosser où? On te trouve un taf. Ça, c'est assez rapide. Après, faire ses preuves, c'est relativement long. Et après, de ce réseau auvergnat, ça se concrétise comment? C'est sur trouver les bonnes affaires, se faire des prêts entre eux, c'est... Ouais, c'est ça, garantir des emprunts. Si demain tu vas emprunter, eux se portent garant, ils t'accompagnent. Le but, c'est de sécuriser un peu les choses. Mais derrière, une fois que tu rentres dedans, tu es un peu dans l'obligation de continuer avec eux. C'est ça. Donc il y a le bon côté, ça te met au début, tu n'as pas de levier. Moi, je suis un fils de paysan du Cantal. Donc quand tu arrives, tes seules valeurs, c'est le taf. Ouais. Donc tu taffes, et si demain, tu arrives à bien taffer et tu montres que tu es au-dessus des autres, et que tu veux aller... Au départ, moi, j'avais pas l'ambition d'avoir autant d'affaires. Je m'étais dit, tiens, ça se passe bien, je gagne bien ma vie, je suis passionné par ce métier, mais je pensais pas que ça allait se passer comme ça se passe à l'heure actuelle. C'est parce que les opportunités sont arrivées, et une fois que tu en as une, tu te dis, en fait, c'est pas compliqué d'en avoir 2, 3, 4, même si là maintenant ça devient compliqué. À toi de t'organiser. Il faut surtout, je pense qu'il faut faire ultra attention à la vie parisienne, quoi, les à côté, à l'hygiène de vie. La première année, t'arrives à Paris, t'es tout feu, tout flamme. La nuit, les soirées, l'alcool. Toutes les conneries, tu
tous les endroits, pas fréquentables, mais il y a un moment où, entre le taf et les sorties, il te reste plus beaucoup de temps pour dormir, tu vois. Donc, il y a un moment où moi, je me suis limité. J'ai dit, si je veux avancer, bah, je me suis coupé de pas mal de gens qui étaient à Paris depuis longtemps. Et je me suis dit, ok, là maintenant, je vais professionnaliser tout ça. Le mieux de la brasserie Auvergnate est quand même très artisanal, quoi qu'on en pense. Même en 2024, il y a quelque chose de très artisanal. Et, oui, c'est un système un peu archaïque, c'est souvent le cash, Ouais, il y a ça. Mais après, même quand on te lance dans les affaires, les lectures de bilan, elles sont vite faites. On te dit, oh t'inquiète, cette affaire, elle fait tant. Et logiquement, il va en rester. Et ça veut dire quoi, il va en rester? Ça va rien dire, tu vois. Mais parce que de tout temps, en fait, il n'y a pas vraiment de projection, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de business model. Les gars te disent, t'inquiète, ça va le faire. Il y a vraiment un truc où tu te dis, mais ils te mettent en confiance, ils garantissent, ils te mettent de l'argent à disposition, chose qui est quand même incroyable parce que moi, au départ, j'ai pas d'oseille. J'ai juste des qualités humaines et des qualités de travail. Et derrière, les gars, ils disent, ok, mais tout le monde fait son beurre. Moi, je fais mon beurre. Eux, ils disent, on va faire son beurre avec lui. Ça se passe bien au départ. Je dis pas que ça se passe pas bien par la suite, mais des fois, une fois que tu as commencé avec eux, c'est eux qui donnent la direction de là où tu dois aller. C'est un peu un carcan. Et toi, qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence en termes de mindset? Est-ce que tu as évolué dans le sens où j'imagine que tu ne nécessites pas les mêmes capacités pour avoir un restaurant et réussir un petit peu à scale le business et à en avoir 4, avoir 130 salariés. Est-ce que tu as changé ton mindset ou est-ce que tu adaptes toujours les mêmes recettes qui… Complètement, tu es obligé de le changer. 4, c'est impossible de faire. C'était pas possible. Et moi, je me suis formé, parce que je suis pas quelqu'un de très scolaire. C'était un truc sur lequel j'ai dit, ok, il faut que tu te formes en management, il faut que tu vois comment ça se passe, comment… Après, moi, j'avais des potes qui bossaient dans des endroits ultra durs, tu vois, et tu te dis, waouh, ok, moi, je veux pas que si un jour j'ai une brasserie, je veux pas que ça se passe comme ça. Je me dis, ok, comment je peux faire pour que les choses évoluent différemment. Il y a… tirer l'épingle du jeu, quoi. Parce quand tu parles avec des restaurateurs dans Paris, il y en a beaucoup qui te disent, quand on a payé l'électricité, les salaires, les impôts, le gaz, on se paye un salaire, et il y en a beaucoup qui gagnaient plus d'argent quand ils étaient salariés que quand ils sont devenus gérants de brasserie, par exemple. Ça, c'est sûr. Au début, c'est la question que tu te poses quand tu es gérant. Tu te dis, moi, j'avais un bon statut là où j'étais. J'étais au Café d'Amélie Poulain, directeur. J'étais tranquille, je gagnais ultra bien ma vie. Mais derrière, on dit, ok, tu vas passer l'étape du dessus. Et l'étape du dessus, au début, ça se passe pas toujours comme tu l'entends, tu vois. Les premières années, tu rembourses les emprunts pour la caution. Tu as beaucoup de charges et là, tu comprends vraiment ce que c'est d'être entrepreneur. Il n'y a pas de bouquin pour être entrepreneur. Ça, c'est une vraie problématique. Tu as la charge mentale où tu arrives et tu stresses et tu te dis, bon, est-ce que mon resto va marcher? Est-ce que… Ouais, tu te lèves le matin, tu as la boule au ventre, tu n'as pas faim. Tu te dis, ouais, est-ce que je vais payer tout le monde? Moi, ma première gérance, j'ai 29 salariés. Je me dis, wow. Et là, tu payes ton premier URSSAF. Moi, au début, donc, en parlant d'URSSAF, que les gens qui nous écoutent puissent se rendre compte à peu près de quelle est la taxation pour quelqu'un comme toi entre l'achat des matières premières, entre les taxes que tu payes sur ta plus-value, les taxes que tu payes quand tu payes tes salariés. Est-ce que tu peux nous faire un petit compte-rendu de tous les endroits où l'État te ponctionne, qu'on puisse se rendre un petit peu compte? Ça va. Je pense que la liste est longue, j'imagine. Ouais, la liste est longue. Tu as au moins 5 taxations. Déjà, tu as la base de la base, la TVA. Donc, tu as de la TVA à 10, de la TVA à 20. Selon si tu as un bar ou un resto, TVA à 20. Ça cogne parce que tu te rends pas compte sur une pinte, 20%. Tu vends une pinte à 7 balles, 20% par l'État. C'est un cinquième, c'est monumental. Derrière, après, tu as, selon le nombre de salariés que tu as, donc derrière, après, toi, tu payes ton URSSAF, donc qui représente les CP, la mutuelle. Ce que je veux dire, c'est pas des taxations, mais c'est des choses obligatoires quand tu es au-dessus de 19 salariés. Chose que je ne savais pas, moi. Ma première affaire, je passe directement au-dessus de… Tu as 20 salariés, et on te dit, ok, il leur faut une mutuelle, la moitié du métro, et tu dis, waouh, mais je l'avais pas du tout. Cotisation sociale, quoi. Cotisation, et tu arrives, et moi j'étais en RSI. Je suis en RSI, et je me dis, ah ouais,
ok, d'accord, donc toi, il faut que tu penses à toi. Moi, j'étais perdu. Ma première affaire, j'étais perdu total parce qu'on te lance là-dedans, on te permet d'avoir accès à une affaire, à une gérance, et tu te dis, ah, ok, d'accord, comment ça se passe? Derrière, on te dit, ben, on va faire un prévisionnel de tes impôts. Tu dis, mais attends, moi, je ne sais pas ce que je vais faire. On fait, ouais, mais on anticipe. Tu anticipes de l'argent que tu n'as pas fait. Ça, moi, c'était une des choses que je trouvais assez incroyable. On provisionne des impôts. Je disais, waouh. Sur tes bilans de l'année dernière, quoi. Sur les bilans des prédécesseurs. Donc, ils ont fait tant, toi, tu vas faire tant, donc on va prendre l'argent tant qu'il est là. Ah oui. Des fois, ils t'en rendent. Donc, on te prend l'argent avant même que tu aies fait le chiffre. Ouais. C'est fou. En anticipation. Parce que t'as tout ça. Derrière, t'as ton IS. Toi, déjà, tu fais ton résultat, grosso modo. IS, c'est quoi? C'est impôt sur les sociétés? Impôt sur les sociétés. Donc, tu fais ton année, tu dis, waouh, tout s'est bien passé. Et là, t'as de l'IS. Donc, on arrondit, t'es à 30. On te prend 30% de ton résultat. Donc déjà, il y a TVA 20, TVA, IS 30. URSSAF, IS 30. Cotisation sociale, ça doit être une quinzaine. Ouais, 10%. tu es là-dedans. Donc là, on est presque à 50 déjà. Ouais. Et toi, derrière, à titre perso, tes dividendes, si tu veux les récupérer, C'est ça. tu veux te les sortir, on te tape 40. Qui doit être 30-40% en plus. Tu es à 30-40%. Plus les charges que tu payes quand tu payes les salariés également. C'est exactement ça. Ouais. Et même toi, derrière, tu vas payer sur tes revenus perso. Tu vas te prendre. Derrière, on dit, bah, tu as tes revenus perso. On dit, ok, tu gagnes tant et tu reverses tant. Donc là, on a annoncé combien? On est peut-être à 7. Tu es 7 fois taxé. Mais en fait, les gens sont. Moi, j'ai perdu l'habitude de compter les taxes. Parce que ça me rendait malade au début. Sylvain, mon associé, ça le rendait malade aussi. On a essayé de fermer les yeux, on a commencé à regarder, à dire, ok, combien on gagne? Moi, je sais d'où je viens, ce que mes parents gagnent, ce que ma famille gagne, et je me dis, ok, c'est pas si mal. Mais j'ai jamais mis en face les heures. Les heures de travail en restauration, c'est monumental. Tu es tout le temps, tu es à ton téléphone. Donc, si tu ramènes ça à l'heure, c'est... Pour qu'on contextualise, toi, tu es sur du 24-24. Des fois, tu as des salariés qui t'appellent la nuit parce qu'ils se sont cassés la gueule en scooter, ils sont bourrés. Bah, tu as un mec qui tombe en scooter, tu sais que demain matin à 8h, il faut que tu trouves un autre gars. Donc, tu prends ton téléphone, tu envoies des messages, tu te débrouilles. Et s'il n'y a personne, c'est toi qui vas au charbon. C'est toi qui vas au charbon. Non, c'est... Mais après, tu l'acceptes. Parce que moi, je gagne un salaire que j'aurais jamais espéré. Mon père était agriculteur pendant 40 ans. Il a fait plus d'heures que moi. Et là, il a une retraite à 750 balles. Moi, je peux que me taire. Ouais, mes heures, je les compte plus parce que je me dis, mon père faisait plus d'heures, ma mère aussi. Ils ont des retraites qui sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont fait, pour des métiers très pénibles. Donc moi, je bosse, je vois ce qui reste. Et là, ce qui a toujours fait que j'ai continué ce métier, c'est que je comptais pas les taxations. Ouais, sinon, tu serais devenu fou, quoi. Je serais parti. Ouais. À une période, tu dis, ok, tu regardes, tu t'assois, tu regardes les prélèvements qui sont faits, tu te tiens. Oui, parce que sinon, tu commences à réfléchir et tu te dis, bah, en fait, sur un mois, sur plus de 3 semaines, concrètement, je travaille pour la superstructure, quoi, pour l'État. C'est ça. Pour les gens qui travaillent pas ou qui sont sous minima sociaux et toutes ces choses-là. Bah, tu couvres tout le monde, tu vois, t'arrives, tu te dis, ouais, ok, putain, moi je me lève tous les matins, je sais pourquoi je me lève le matin, je me lève pour moi. Mais inévitablement, en te levant pour toi, tu te lèves pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Pour tout le monde, tu te lèves pour tous ceux qui se lèvent pas. Aussi, en partie, mais on est tous dans le même bateau. Après, c'est le principe de la France. Tu vois, moi, là, on va rentrer peut-être sur un terrain politique qui est pas évident. Parce que moi, en fait, je sais pas me positionner politiquement. Oui, toi, t'es pas positionné politiquement plus que ça. Logiquement, je devrais être de droite. Moi, mes parents sont paysans. Je suis chef d'entreprise. Je devrais évidemment être de droite. Mais quand je vois ce que fait Mais bon, concrètement, de nos jours, de toute façon, à part sur des sujets sociétaux un petit peu périphériques comme le mariage gay, l'immigration, le wokisme ou tous ces sujets-là, on voit quand même que ce soit la droite ou la gauche. La droite, par exemple, ne propose pas de réduction d'impôts. On voit que c'est un petit peu... minime. Sur l'économie et les taxations, ils sont plus ou moins alignés. La droite, ça va être on va taxer un petit peu plus pour sponsoriser les entreprises françaises. La gauche, ça va être on va taxer les riches. Mais concrètement, à part des sujets périphériques sociétaux, ça ne change pas. Donc, quoi qu'il arrive... C'est une tête. En fait, tu mets un mec, tu mets un autre. Ils n'ont pas la main.
Ça, tu l'as identifié. Et quand tu vois, par exemple, des mouvements... on a eu la manifestation pour les retraites l'année dernière. Ouais. Et t'avais les slogans, c'était un petit peu taxer les riches, taxer les riches. On mettra la vidéo en post-prod. Est-ce que toi, t'as pas un petit peu l'impression qu'il y a sur cet étendard de taxer les riches, in fine, les gens qu'on taxe, c'est les gens comme toi, qui ont des PME, qui se lèvent tous les matins, qui produisent de la richesse, parce que de toute façon, les vrais riches, les drahis, eux, ils ont des sociétés offshore, ils sont en Suisse, à Dubaï, et ils ont des business un petit peu dématérialisés, et eux, in fine, quand on regarde, c'est pas eux qui payent des impôts, c'est les mecs comme toi qui ont des business qui sont ancrés, qui peuvent pas délocaliser, par exemple. En faisant des manifestations, ils pensent qu'ils ciblent les bonnes personnes. Donc ils se disent, on veut saigner les ultra-riches. Mais les ultra-riches, ils ont déjà bien tout caché, à droite à gauche, ils ont des montages financiers. Et en fait, ça retombe sur qui? Sur nous, la deuxième ligne. Moi, je suis considéré comme riche. Ouais, je suis riche, mais je me fais vraiment avoiner de dingue en termes d'opposition. Je suis célibataire. Les gens ne se rendent pas compte que, en faisant ces manifestations, tu vas aller chercher les riches. Donc les plus grosses sociétés françaises. Mais eux, les gars, ils ont déjà tout est déjà dispersé. Ils sont pas taxables. Ouais, c'est clair. Tu vas leur prendre un chouïa. Donc en fait, même si tu changes la loi, c'est moi qui suis en première ligne. Je suis le premier mec qui va se faire déglinguer. Ah bah toi, t'es typiquement dans le cran des gens qui vont se faire déglinguer parce que t'es dans les 10 000, tu touches... C'est ça. T'es entre 10 000 et encore... C'est les PME, quoi. Ouais. C'est entre les mecs qui sont entre 20 et 500 salariés, quoi. Et c'est ça. Et c'est toi qui... Alors que ces manifestations, elles sont faites pour aller chercher les gros. Mais c'est trop tard. Mais in fine, c'est un petit peu utilisé par le système et les gouvernements comme une légitimité pour aller poncer un petit peu plus les mecs comme toi, quoi. Ouais, parce qu'il dit, ah regardez, on a changé, on a fait les efforts. Mais en haut, ils sont toujours pareils. Ils sont même pas touchés. Et ça pourrait presque paraître légitime. On se dit, on nous présente les salaires des multimilliardaires, des mecs comme Elon Musk, comme Bernard Arnault. Donc le français moyen, il dit, bon, on va aller chercher ces mecs-là. Ça va pas faire grand-chose, tu vois. Mais en fait, ce que ça impacte, c'est les mecs comme toi qui créent de la richesse, qui emploient des gens et qui font vivre des humains derrière, quoi. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Qu'en fait, en faisant cette manifestation, et je suis pas pro manifestation, je pense qu'il en faut. Et la France, c'est quand même le pays de la manifestation, et je pense qu'il y a eu des acquis grâce à ça. Et il faut le conserver. Mais en faisant je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'ils se fourvoient. Et je pense qu'il faut maintenant se dire, il faut cibler les gens, dire ok, les gens comme moi, personne, on ne sort jamais dans la rue. Moi, je ne manifeste pas. Je devrais. Plein de gens m'ont dit, tu devrais te syndiquer. Pour moi, me syndiquer, c'est... j'ai pas la bonne image du syndicaliste. Tu vois Et puis concrètement, un gars comme toi, t'as pas le temps de te syndiquer. Enfin, c'est du temps, c'est de l'énergie. Ouais, mais en fait, tu vois ce que je veux dire. Je pense que tu serais ton meilleur représentant. Moi, je me plains des représentants de la restauration et ces gens-là, mais ils me représentent tellement pas. Je vois des gars parler, faire des interviews, je dis, ce mec-là, il me représente. Je dis, vas-y, mais pousse-toi, je vais y aller. Mais se syndiquer, pour moi, et pour les restaurateurs, c'est quelque chose de particulier, c'est pas naturel. Je pense que le métier est en train d'évoluer. Un restaurateur lambda à Paris, en France, il n'est pas syndiqué. J'ai jamais entendu parler d'une manifestation de restaurateurs, par exemple. Mais ça, c'est bien parce que ça nous amène sur un sujet qui est un peu intéressant. C'est que je pense que toi, qui as un petit peu les mains dans le concret et dans l'entrepreneuriat, et nous, en tant que bitcoiner, je pense qu'on a tous les deux compris qu'à un moment donné, il fallait voter avec notre argent. Concrètement, que si tu veux lutter un petit peu contre ces choses-là, tu peux délocaliser tes entreprises ou créer de la richesse et essayer de changer un petit peu le système de l'intérieur. Toi, tu votes? Enfin, tu t'en penses quoi de ça? Le système français, on essaie de le contourner. N'importe quel mec qui est dans ma situation, il essaie de le contourner. Tu dis, ok, comment je peux faire en termes de fiscalité? Et tu dis, comment je peux le contourner? Il n'est pas contournable, tu vois. Il est difficilement contournable. Tu dis, comment je peux faire? Tu vois, le Bitcoin, j'en ai discuté. Pour moi, c'est quelque chose d'ultra virtuel, compliqué. Tout semble trop complexe. J'aurais 1000 fois envie de me lancer en Bitcoin. Mais je me dis, pour moi, c'est pas que c'est pas concret, parce que ça l'est.
pour être allé en Colombie et d'avoir vu des gens qui venaient du Venezuela qui se sont fait vider les comptes et qui disent bah, le Bitcoin, c'est le futur. Tu dis, ah, tu comprends. C'est vrai, on avait rencontré Gabi en Colombie. Et en voyageant. Elle avait, pour contextualiser, son père avait vendu une maison au Venezuela. Le temps qu'il en rachète une autre, c'était 100% de leur patrimoine. La monnaie avait été dévaluée de 300%. Et du coup, ils avaient perdu 80% de leur épargne. Et c'est à ce moment-là, en 2017, qu'elle s'était tournée vers Bitcoin parce que la monnaie était en train de s'effondrer, quoi. Mais l'Argentine aussi, c'est des pays fragiles. Et tu vois, tout le monde dit ah, les banques, c'est sécure. Et là, tu te rends compte que quand tu vas dans des pays comme ça, tu dis ok, bon, pour l'instant, tout va bien. Mais une guerre en Ukraine, la Russie, tu te dis waouh, ok, est-ce qu'on est à l'abri de tout ça? Moi, le Bitcoin, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de me tourner, évidemment. Mais c'est pas quelque chose encore avec lequel je suis familier. C'est pas ta culture et ça demanderait quand même un petit peu que tu mettes le nez dedans et que tu il faut que je comprenne les choses. Tu vois, j'ai fait pas mal de placements financiers dans des SCPI, des choses. J'ai voulu les comprendre avant de le faire. Je me suis formé, j'ai compris. Les grandes lignes, j'ai dit ok, vas-y, je mets ça, je comprends. Bitcoin, tu dis ok, est-ce qu'il y a une formation? C'est encore difficile pour moi. C'est vrai qu'il y a encore un gap éducationnel. Hein, ça demande le temps. C'est pour ça que nous, à Bull Bitcoin, on investit beaucoup dans l'éducation. Parce que c'est vrai que nous, en tant que bitcoiner, on a un petit peu le nez dans le guidon. Mais la personne moyenne qui voit ça un petit peu de l'extérieur, ça fait un petit peu peur. Et c'est vrai que quand tu as du bitcoin, c'est toi qui en es responsable. Ouais, donc comme on disait tout à l'heure, qui dit responsabilité dit un petit peu danger. Enfin, il faut apprendre à le maîtriser. Ça demande un petit peu de temps. Mais sur tout ce qui est... nous, dans la communauté Bitcoin, on s'intéresse beaucoup à la dilution de la monnaie, l'augmentation de la masse monétaire et donc l'inflation. Est-ce que toi, dans tes choix de business, je ne sais pas que ce soit pour le capital que tu as dans ton entreprise, est-ce que c'est des choses que tu réfléchis de te dire, par exemple, je ne sais pas si mon entreprise a 100 000 euros sur un compte bancaire, l'année prochaine, j'aurai peut-être que 95 000, en sachant que la monnaie se dévalue. Est-ce que toi, tu prends en compte ces choses-là ou c'est Michael Saylor qui disait quand tu as des euros sur un compte bancaire, c'était un petit peu comme si tu étais assis sur un glaçon qui était en train de fondre. Ouais, j'ai vu. Tu l'as vu ça? J'ai vu le truc. Okay. Nous, on n'est pas du tout dedans. Nous, on évolue. Chaque centime qu'on gagne, on le réinvestit chaque année. Donc, avec Sylvain, on a toujours... C'est pour ça qu'on a 4 affaires. Tout ce qu'on a gagné, on l'a réinvesti tout le temps. On a essayé de faire des sociétés qui étaient viables. Dans la restauration, beaucoup de restaurateurs ont des sociétés un peu précaires. Et ils prennent... Nous, on a toujours tout ce qu'on a gagné. Pas tout, mais... 90% de ce qu'on a gagné des 10 dernières années, on l'a toujours réinvesti dans des fonds. Donc, on n'est jamais... Tu vois, l'argent qu'on a eu, on l'a mis dans les SPCI. Parce qu'on avait la SPCI, tu peux expliquer peut-être brièvement ce que c'est? Ouais, c'est des SCI, des grosses SCI qui sont gérées par des foncières et ils te disent voilà, on va investir dans tel pays. Ah ok. Tu as investi dans de l'immobilier mais hors France. Hors France. Principalement hors France. D'accord. Là, tu vois, nous c'était Europe de l'Est, mais tu sais à peine où t'investir. Toi, tu leur donnes. Ouais, c'est ça. Eux, ils te garantissent entre 5 et 7%. Ouais, 5, 7. C'est pas dégueu. Non, ce qui n'est pas dégueu. Avec des risques minimes. Ok, donc tu as quand même trouvé un petit edge pour nous, on a, peu de cash que tu avais en réserve. On a tenté ça, et nous après derrière tout ce qu'on gagne, sinon tout le reste, c'est on rachète un fonds de commerce. Le but c'est d'avoir un endroit un peu fatigué, leur taper, te mettre de la dette. Nous on arrive avec de l'apport. Ce qu'on a gagné c'est de l'apport, et on crée un fonds de commerce qui part de zéro, donc tu crées de... C'est pour ça que cet argent, nous, il dort jamais vraiment. Tu vois, là, notre trésor, on en a, elle est toujours... On en a, mais soit on la réinvestit tout le temps. Ouais, donc tu as quand même peut-être conscientisé, enfin, tu l'as conscientisé quand même, le coût de l'inflation. Ouais, très rapidement. Ouais. Ah, tu vois, tu arrives, tu vois, ok, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire de ça, qu'est-ce qu'on fait de cette trésor, on va où? On a dit, ok, à une période, on a avancé, on a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une année, on n'avait pas trop d'énergie pour ouvrir notre brasserie, et c'est là qu'on s'est lancé dans les SPCI. J'ai pas dit que c'était le meilleur choix, mais ça nous a laissé une année où cet argent, il n'était pas perdu, c'est ça. Il était investi. Et nous, ça nous laissait du temps pour souffler et de se dire, ok, vas-y, c'est quoi le prochain projet? Comment on le fait? Parce qu'avec c'est vrai qu'on a enchaîné. Il y a des moments où tu perds la lucidité. Et là, on est arrivé à un stade où, là, tu vois, on a réinvesti ce qu'on a gagné
de la dernière année. Ok. Et de toute façon, toi, l'inflation, j'imagine que tu as le nez dedans, tu le vois au niveau de l'augmentation des matières premières. Tu fais quoi? Tu le répercutes sur les prix à la carte? On essaie au maximum. Ça, c'est ultra compliqué. Parce que les gens n'entendent pas. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Tu regardes la télé, tout le monde te dit que tout augmente, mais les gens n'arrivent pas à comprendre que ça augmente au resto, quoi. Ouais. Ils disent, ah, vous avez augmenté. En France, le café, la baguette de pain, le prix de la pinte, c'est monumental. Ouais. On parle de 15 à 20%, voire 30% sur certains produits, qu'on n'a même pas impacté à la hauteur du pourcentage de l'augmentation. C'est ça. T'arrives parce que les gens... Mais j'ai du mal à comprendre ces choses-là. Quand nous, on a augmenté nos prix, et dans nos prix, on est toujours raccord. C'est ce qui est dans nos 4 restos. Quand les gens viennent, ils disent toujours qu'on a un rapport qualité-prix qui est top. Et quand on a augmenté nos prix, on a quand même eu quelques petites réflexions. Mais tu te dis, mais les gens, ils ne regardent pas la télé, ils le voient, parce que ça, c'est assez intéressant parce que le client moyen, quand il va aller au resto et qu'il va voir... Moi, je le vois avec mon père, par exemple. Quand il va aller au resto et qu'il va voir que le prix a augmenté, il va penser que c'est inconsciemment que c'est le restaurateur qui se le met dans la poche. Alors que toi, en fait, tu ne fais que répercuter l'augmentation du coût des matières premières qui, d'une certaine manière, est beaucoup influencée par la dilution de la monnaie et les politiques budgétaires européennes, quoi, concrètement. Mais t'as l'énergie, le gaz, l'élec. Comment t'impactes le prix de l'électricité et du gaz sur un burger? T'achètes ton steak, il a augmenté, tu le sais. T'as ton coef, t'achètes ton steak, t'achètes tes tomates, tout a augmenté. Mais ton élec, comment tu dis, tu expliques au mec en face de toi que ton gaz, il a doublé et que ton élec, elle a triplé sur une période. Nous, on a sur des périodes. Non, les gens, ça, ils peuvent pas l'entendre. Ils peuvent pas l'entendre. Ouais. Tu lui expliques que c'est l'élec. En même temps, tu dois chauffer ton resto. Nous, il y a des restaurants, on a le droit de chauffer la terrasse extérieure parce que c'est une terrasse privée. Mais ça nous coûtait tellement cher, on a arrêté. Et les gens disent, ouais, vous ne pouvez pas allumer le chauffage. Tu dis, on aurait le droit, mais concrètement, là, pour te servir... Le prix de ta pinte va augmenter de 10%. Dans ce cas-là, ouais, je te mets ta pinte à 10 balles et si tu veux, on allume le radiateur. Ouais, c'est ça. Parce que... C'est assez intéressant, ces espèces de régulations, parce que j'ai l'impression que, d'une certaine manière, le gouvernement et la Banque centrale te ponctionnent avec l'inflation, avec les impôts, et aussi il y a tout un tas de normes à la con, ou à la mort-moelle-meu, pardon, qu'on t'additionne en plus de ça. Donc maintenant, c'est plus ou moins interdit de mettre les chauffages dans l'extérieur à Paris. C'est complètement interdit. T'as les pailles, maintenant on te met les pailles en plastique sont plus ou moins interdites. Les rampes pour les handicapés, et tu le vois comment ça? Est-ce que ça s'accumule? Là, t'arrives. C'est comme pour les taxes, tu les prends, tu les acceptes et tu te dis ok, ben c'est la France. Moi j'arrive, pas que je baisse les bras, mais je suis dans l'acceptation. C'est fou, hein. Je devrais pas du tout et tu devrais. Et c'est là où je devrais dire. En plus, j'ai un tempérament à pas accepter les choses. Mais tu arrives, tu dis, c'est une de plus. Là, il y a une nouvelle loi qui est déjà rentrée en compte, mais elle est décalée sur Paris. Il va falloir trier ces poubelles alimentaires. Sauf que le problème, ça veut dire que tu vas devoir avoir une poubelle alimentaire. Ah, donc une pour les pots de banane, une pour les emballages. Exactement. Ok. C'est ça. Sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'organisme. Il y en a sur Paris, mais ils sont tous saturés. Donc en fait, il y a une loi qui est mise en place où on te dit, il faut faire le tri de vos poubelles alimentaires, mais il n'y a personne pour les ramasser. Et qu'elles sont à ta charge. Donc toi, concrètement, tu es censé faire quoi? Payer une boîte pour qu'ils viennent chercher mes poubelles alimentaires. Donc ça, c'est la nouvelle règle qui vient de tomber, quoi. Elle est tombée déjà depuis le 1er janvier 2024. Et j'ai l'impression que chaque année, il y a des règles comme ça qui s'accumulent, quoi. Ouais, on te dit donc tes poubelles, il faut déjà, en termes d'hygiène, c'est super compliqué. Parce qu'il faut des poubelles réfrigérées. Donc il faut que tu amasses dans des poubelles réfrigérées. Et que tu payes une société extérieure qui vienne récupérer tes poubelles. Mais c'est énorme, c'est monumental. Là, Paris n'est pas du tout adapté. En province, pas mal de boîtes se sont créées. Paris, tous les restos sont... les boîtes qui font ce ramassage-là sont à saturation. Donc moi, demain, j'appelle une boîte qui ramasse les poubelles alimentaires et ils disent « Je suis désolé, on est à saturation, là, on ne peut pas accepter de nouveaux clients. » Donc pour l'instant, on n'est pas contrôlé là-dessus. Mais la loi... Tu serais... ouais. Je serais amendable, quoi. Je suis amendable. Tu te dis, putain les gars, on nous rajoute. Mais c'est je pense qu'il y a un moment où, quand tu es en France et que tu veux y rester... Ouais, c'est ça.
Tu faut être dans l'acceptation. C'est ça, de toute façon, toi, t'as pas forcément, t'as pas le choix parce que t'as un business qui est pas dématérialisé. C'est pas comme si tu faisais du marketing en ligne où tu peux aller. Nous, on a des amis qui sont partis en Andorre et qui ont explosé leur chiffre d'affaires parce qu'ils sont passés de 45% d'impôts à une dizaine de pourcents d'impôts, je pense. Et ils peuvent se permettre de le faire, tu vois, parce qu'ils ont des business qui sont dématérialisés. Mais toi, t'es à Paris en physique, donc tu peux pas te permettre de faire ça. Tu peux rien faire. T'es pris au piège. Il y a eu l'augmentation des salaires. Là, après Covid, le métier a été déserté, donc il a fallu. Moi, j'ai augmenté 100% de mes salariés. Ah, t'as augmenté les salariés parce que du coup, vous aviez du mal à recruter? Ouais, tu recrutes mal. Il y a des gens qui ont revu leurs conditions, ils sont restés chez eux. Ils ont dit est-ce que je veux faire ce métier? Le Covid a impacté la vision des gens dans le vivre au quotidien. Moi, pour avoir l'expérience, j'ai fait ce métier-là pendant 4 ans. C'est des métiers qui sont assez rudes, surtout avec le temps. Et est-ce que tu ne penses pas quand même que peut-être qu'il y a une certaine forme de... Quel est toi ton avis sur la nouvelle génération? Parce que je me souviens qu'à l'époque, tu tenais ce discours, tu disais que tu n'employais jamais de Parisiens, par exemple, parce qu'ils ne voulaient pas taffer dans ces métiers-là, et tu faisais beaucoup venir des serveurs de province, parce qu'eux, ils avaient un petit peu plus faim. Et comment tu le sens, toi, par rapport avec les gens? Tu sens que les jeunes, ils ont encore la niaque? Ça a un peu changé. Okay. Tu vois, moi, j'ai changé mon fusil d'épaule là-dessus. Là, maintenant, tu vois, je peux avoir une quinzaine d'étudiants, chose que je n'avais pas avant. Mais pour faire ce métier, il faut des gens frais. C'est triste, mais je pense que tu ne peux pas faire ce métier à 15 ans. Porter le plateau, servir les gens, c'est des exigences au quotidien. De le servir, c'est très, très compliqué. Et nous, on s'est réorienté un peu quand on a une grosse demande d'étudiants et des gens courageux. Et en fait, en termes de salaire, par contre, je trouve que les étudiants négocient mieux leur salaire. C'est fou. Je pense que quand ils viennent, ils arrivent, parce qu'ils regardent des vidéos, Instagram, tu as beaucoup de choses. Les mecs viennent, ils disent OK, ils ont un discours beaucoup plus établi qu'un mec qui a 35 ans, qui fait ce métier-là depuis 15 ans. Ok, c'est intéressant ça. Face à moi, j'ai des gars de 22 ans, ils me disent OK, voilà, il a étudié, il a demandé à des potes comment il touchait. Je pense qu'il y a moins de tabou de salaire. Okay. Parce qu'avant, tout le monde disait pas son salaire. Tu es dans la même boîte, il y a un mec qui touche 12 balles. Ça, c'est très français. Hein. Aux États-Unis, les gens, ils parlent un peu plus librement de ça. C'est un truc sur lequel je parle assez facilement. Toi, c'est vrai que tu es quelqu'un qui parle beaucoup de chiffres, tu te caches pas trop de ces choses-là. C'est logique. Tu peux pas avoir une conversation sincère avec quelqu'un si tu parles pas de chiffres. C'est nul. C'est pas possible. Pour moi, je pense que c'est pas possible. Et c'est pour ça que je trouve que là, tu vois, j'ai des gens face à moi, ils disent OK, je veux tel salaire. Je dis OK, pas de souci. Et moi, ça me permet de. Ça me challenge aussi. T'as un mec, il a 22 ans, il dit je veux tant. Je dis OK, vas-y, explique-moi pourquoi tu veux tant, ton expérience. Et je trouve que c'est devenu beaucoup plus intéressant. Je fais OK, pas de problème, je valide ton salaire, mais il y a des conditions suspensives. Ouais, c'est ça. Et les gars, tu discutes avec eux. Oui, et puis ça peut te permettre aussi de leur demander d'être un petit peu plus exigeants parce qu'ils sont vendus mieux. Quoi, donc, Mais non, mais moi, ça m'est arrivé de dire gars, tu m'as vendu un projet, tu m'as vendu des compétences que tu n'as pas. Qu'est-ce qu'on fait? T'es en période d'essai, tu m'avais dit. Et les gars, ils disent OK, d'accord, c'est vrai, t'as raison. Et ils sont. Alors qu'un gars qui fait ce métier-là depuis 15 ans, si tu lui avais dit son salaire, alors qu'il n'aura peut-être pas les compétences, tu vas aller au bras de fer direct. Mais j'aime bien l'approche quand tout le monde dit les jeunes, c'est plus ce que c'était. Je suis entièrement pas d'accord. Okay. Là-dessus, c'est un truc sur lequel je ne démordrai pas. Je pense que on n'a pas vécu la même jeunesse, c'est sûr, mais je pense pas que tous les jeunes soient perdus ou tout ça. Ils ont une autre approche de la vie. Ils veulent profiter de la vie. Et je pense qu'ils ont en partie raison. Il faut quand même garder une certaine... Ils n'ont pas envie de travailler, ça c'est pas vrai. Ils veulent travailler différemment. Ça c'est les... Moi là j'ai récupéré, sur les 2 dernières années, j'ai récupéré des vraies bonnes personnes. Et qui viennent d'un milieu social d'un peu tout. Il y a des gens qui ont la dalle. Ouais, mais je pense qu'il y a un accès à l'information aussi qui s'est un petit peu popularisé avec les réseaux sociaux, Internet. Maintenant, les gens, ils savent quelle est leur place dans le monde et ils savent qu'il faut qu'ils aillent mordre le steak et que c'est compétitif. Et je pense qu'il y a une partie de la population et des jeunes qui ont bien compris ça et qui ont peut-être un petit peu plus faim que nous à l'époque. Parce que nous, à l'époque, on était là, bon, on va faire une école de commerce, tu vois, on se posait pas... Moi, à 22 ans, je me posais pas ces questions-là. Hein. J'allais en soirée étudiante et puis on se disait, bon, bah, quand on aura fini nos études, on trouvera
un travail et on vivra notre vie. Mais maintenant, je pense que les jeunes, ils ont conscientisé que ça allait être dur, que s'ils voulaient acheter un appart, il va falloir qu'ils soient dans le top. Et donc, du coup, ils sont peut-être un petit peu plus responsabilisés, plus jeunes aussi, d'une certaine manière, pour certains. Moi, je regarde beaucoup de vidéos, je m'inspire, j'ai des IA. Je me dis, t'as 20 ans en 2024, mais rien ne peut t'arrêter. T'as accès à toute l'information que tu veux. T'as 20 berges en 2024, tu peux pas ne pas... Si t'as la dalle, tu peux pas ne pas arriver là, à peu près là où tu le souhaites. C'est impossible. On va dire, oui, c'est un problème d'argent. Va le chercher, l'argent. Tu peux aller chercher. Moi, je suis arrivé à Paris, j'avais pas d'oseille. Qui peut m'en prêter? Ok, tu m'en prêtes si tu bosses bien pendant tant d'années, on te mettra de l'argent à disposition. Et je pense que ce qui était possible, moi je suis arrivé en 2011. C'était pas il y a 30 ans, tu vois. Et 2011, c'était pas l'Eldorado non plus. Je pense que maintenant, un gamin de 20 ans, il a toutes les armes. T'as un iPhone, un téléphone portable. Tu l'as vu cette vidéo? Tu vois 1000 vidéos, il dit, t'as un téléphone portable, tu peux pas le... T'as ChatGPT, la version gratos, t'as la réponse à tout. T'as la réponse à toutes tes questions. Et toi, tu me parlais tout à l'heure du Covid. Tu l'as vécu comment, le Covid, du coup, parce que tous tes business ont été fermés? Ça s'est passé comment? Après, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Dans notre contrat d'assurance, on avait l'épidémie, la pandémie. Ok. Donc, pour moi, j'étais dans une bulle. Donc toi, t'avais pensé à ça avant ou c'est juste que tu avais souscrit une bonne assurance? Le fruit du hasard. Ok. Vraiment le fruit du hasard. La fille, elle m'a appelé le premier jour du confinement, elle m'a dit, ça va, tu vas bien? Je dis, bah non, pas trop. Elle m'a dit, mais t'as lu ton contrat d'assurance? Je dis, bah, il est gros comme ça. Elle m'a dit, lis le chapitre 13, et tu me rappelles. Je suis allé lire le chapitre 13, je vois le truc, je dis, wow, ok, d'accord. Épidémie, pandémie, je savais pas combien j'allais toucher, on savait pas trop comment ça allait se passer. Mais dans tous les cas, j'avais la tête beaucoup plus légère. Ok. Donc toi, tu as touché de l'argent de l'assurance et j'imagine un petit peu de l'État aussi? Ouais, aussi, sur le chômage partiel. Okay. Sur le chômage partiel, on a gagné à peu près l'équivalence de ce qu'on aurait dû gagner si on avait été ouvert. Okay. Donc, non, pour moi, c'était pur que du bénéfice. C'est quand même pas fou de se dire que quand même on a pu arrêter l'économie pendant presque 1 an et que l'État, avec tout ce qu'ils ont injecté dans l'économie, ils ont réussi à garder une partie des gens un petit peu, d'avoir la tête un petit peu au-dessus de l'eau, mais après ça s'est repayé via l'inflation. Si demain t'es un peu complotiste, ouais, évidemment tu te dis, là on s'est foutu de nous quelque part, je pense. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de... Les Anglais, ils disent « there is no free lunch ». Tu peux pas manger gratuitement, quoi. Là, tu rentres dans un débat où je me dis on va apprendre des choses dans quelques années. Et on va dire waouh, on nous a pris pour des cons. Non, mais ça s'est vu de toute façon sur l'augmentation de la masse monétaire. Et les JO, toi, ça s'est passé comment? Parce que alors, moi, je sais que j'ai des amis qui sont restaurateurs. Eux, pendant des années, ils ont attendu les JO. On leur a dit ça va être Armageddon, il va y avoir tous les touristes du monde entier qui vont venir à Paris. Et eux, leur resto était dans un quartier qui s'est plus ou moins fait fermer. Donc du coup, ils ont quasiment pas travaillé, quoi. Ouais, alors je peux comprendre. C'est vrai que la semaine avant les JO, c'était pas top. Pendant les JO, nous, c'était cool. Parce qu'en fait, tu avais une bonne clientèle, toute la clientèle Commonwealth qui se déplace et qui a un bon ticket. C'était pas énorme en affluence, mais un très gros ticket moyen, donc c'était cool. Derrière, effectivement, ouais, tu as eu un mois d'août assez compliqué, beaucoup plus faible que toutes les autres années. Mais moi, je garde de ces JO où tu as eu la meilleure pub du monde. Mais c'est que toi, en fait, tes restaurants, ils n'étaient pas dans l'hypercentre de Paris. Ouais, nous, on était décalé 9e. Parce qu'ils avaient quand même fait un espèce de blocus dans l'hypercentre de Paris où les voitures ne pouvaient pas rentrer et les gens ne pouvaient pas marcher. Il y en a qui ont pleuré, je pense. Il y a des gens qui ont été dédommagés par le comité olympique. Il y a des gens qui ont pleuré qui ont été accompagnés. Okay. Ils se sont dit, tiens, si on peut gratter un billet supplémentaire à M. Macron, on va le faire. Mais je ne dis pas que tout le monde a été indemnisé, mais il y a quand même des gens qui ont touché. Et après, mais je pense que la visibilité qu'a donné les JO, c'est génial. C'est incroyable, c'est sûr et certain. Moi, j'ai des amis du monde entier, tout le monde m'a dit waouh, ok, d'accord. Tu veux venir à Paris? Tu vois ce qui se passe. Moi, ça m'a fait vibrer. L'ouverture des JO, les JO, même l'état d'esprit pendant les JO, c'était incroyable. Demain, tu es au Québec, tu es à Los Angeles, tu es n'importe où, tu es en Amérique latine. Tu vois l'ouverture des JO, il y a combien de personnes qui ont regardé? 2 milliards? 1 milliard, 3 milliards. Ouais, donc tu fais 2, 3 milliards, je crois, un truc comme ça, peut-être. Bien sûr que tu dis, je vais aller à Paris.
En plus, il y a quelque chose il s'est passé un truc. Pendant les JO, il s'est passé un truc. L'énergie était incroyable. Moi, j'ai fait des épreuves. Il n'y avait pas tant de monde que ça dans Paris. Non, j'ai pas l'impression qu'il y avait C'était trop de très monde. localisé. En fait, il y avait beaucoup de monde, mais c'était sur vraiment des espaces particuliers. Mais derrière, la visibilité que tu as gagnée, moi, je crois aux retombées derrière que tu vas avoir. Oui, parce que toi, de toute façon, tu es investi dans l'image de la ville de Paris. Ouais, c'est quoi. ça. Là, tu as donné une image folle, même en termes de sécurité. Tu vois ce que tu veux, tout le monde parle d'insécurité à Paris. Pendant les Jeux Olympiques, c'était safe. C'est vrai que moi, j'avais été un petit peu langue de vipère à l'époque. Vu comment ça s'était passé, la finale de la Champions League Liverpool, à Saint-Denis, 1 ou 2 ans avant, je me suis dit, les JO, ça va être Armageddon, il va se passer des dingueries. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu trop de... Bon, après, il y a eu une présence policière qui était hors du commun. Ils avaient fait venir même des policiers de toute la France, de tout, mais la vibe tout était le monde. bonne. Alors, tu vois, il y avait beaucoup de policiers, mais il y avait des policiers de province. Et les gars, franchement, c'était vraiment cool. Parce que tu avais, je pense j'ai un policier parisien qui vit son quotidien. Bah, t'es stressé, tu te dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? Là, tu avais des mecs qui venaient de Béziers, de Toulouse, Perpignan, Strasbourg. Ils sont à Paris pour 8-9 jours. Les gars étaient détentes. Et franchement, tu vois de la police partout, ça peut être anxiogène, mais là, ça l'était pas du tout parce que tu pouvais leur demander un renseignement. Franchement, ça a amené un truc. C'était safe. Même le tour du Stade de France, incroyable. C'était les bisounours. Et est-ce que dans la communauté Bitcoin, on s'intéresse beaucoup à la disparition du cash, l'arrivée des monnaies numériques de banque centrale. Toi, est-ce que tu as vu l'évolution sur les paiements en cash et qu'est-ce que tu en penses? T'en penses qu'il n'y en aura plus? Dans 2 ans, il n'y en aura plus. Là, les gens, on sort de chez eux, ils payent avec leur téléphone portable. Le matin, tu pars de chez toi, les gens ne cherchent pas de la monnaie. Ils prennent leur téléphone portable, t'es sur du sans contact. Nous, c'est énorme la baisse des paiements en cash. En proportionnalité, je dirais une bêtise, mais c'est énorme. Sur les 2 dernières années, tu as baissé de 50% le cash qu'il y a dans les caisses. Sur 2 ans, 50%? Ouais, je pense, après Covid. C'est incroyable. Bah parce qu'après le Covid, tout le monde, les pièces de monnaie, ça quand même, le Covid, ça a rendu les gens un peu paranoïaques sur la monnaie, les pièces, en disant ah mais nous, il y avait des gens, tu leur rendais de la monnaie, ils se désinfectaient les mains pour récupérer la monnaie, quoi. Ah ouais. Ils avaient, donc ça a accentué les choses. En disant ok, et les gens payaient tous sans contact. Puis la facilité des moyens de paiement avec le téléphone maintenant. Et nous, on l'a mis à 0. En fait, il n'y a pas de minimum. Tu peux payer un café en carte chez toi. Ouais, mais il n'y a plus de minimum. Avant, il y avait un minimum qui n'était pas énorme, qui était à 10. Mais après le Covid, tu t'es rendu compte que les gens ne voulaient pas payer en cash. Et ouais, le Covid a accéléré, je pense, la disparition du cash. C'est marrant parce qu'on a souvent tendance à dire oui, la disparition du cash, c'est une volonté étatique. Mais en fait, quand tu regardes concrètement, la disparition du cash, c'est que les gens ne valuent pas assez leur vie privée, ils ne valuent un petit peu pas assez l'économie parallèle, et du coup, en fait, ils s'en foutent, et concrètement, c'est plus facile, et c'est l'utilisation user experience de payer en téléphone, c'est plus facile que d'aller à la tirette, de retirer, de chercher, de prendre la monnaie, de chercher les pièces. Moi, je le vois, je paye tout le temps en cash. Quand je sors des billets de 100, les restaurateurs ou les supérettes, ils me regardent avec des yeux, on dirait que je viens pour les braquer, quoi. Mais t'as plus l'habitude. Ouais. Un mec qui sort des billets, tu te dis, il est douteux. Ouais, c'est ça, c'est soit un vendeur de cannabis, soit c'est un gars un mec qui se pointe avec du cash, tu te dis, soit il fait de la restauration, soit il est dealer. C'est ça. Qui dit monnaie en 2024 dit doute. C'est un red flag, quoi. Red flag, non. Tu te dis, tiens, tu te poses la question ce qu'il fait ce gars-là. Sauf si c'est un gros ricain et tu te dis, bon ben voilà, c'est normal parce qu'eux ils ont cette culture de je veux mon oseille, je veux mon rouleau et je veux le sortir et je veux le dégainer. Nous c'est un truc en France, si t'as de l'argent d'ailleurs, tout le monde te dit, sors pas ton. On te dit souvent, attention, sors pas ta liasse ou sors pas ton truc. Alors qu'aux États-Unis, tu le sors, tu le déroules, tu le donnes. Et personne ne va te dire, fais attention. Et t'as pas l'impression que, tu sais, à l'époque, t'avais un petit peu des systèmes parallèles par rapport aux impôts, à toutes ces choses-là. Il y avait beaucoup d'économies qui passaient par le cash. Et maintenant, s'il n'y a même plus le cash, ça enlève des portes de sortie, quoi. Là, t'as plus le choix, t'es obligé de respecter toutes les règles à 100%. Pour tous les métiers, il y a des business models
a tout changé. À l'époque, tu avais le choix, quoi. T'avais le Et choix. là, aujourd'hui, maintenant, tu peux plus, quoi, parce que vu que tu prends tous tes paiements en cash, quoi, en carte. Bah, déjà, d'une, tu as tes caisses fiscalisées. Tout le monde a le téléphone portable, le Apple Pay. C'est devenu, mais tout le monde. Moi, le premier, j'ai eu le jour où j'ai mis ma carte sur mon téléphone portable, bah, c'est bête, hein, mais tu vas en 2-2, tu perds moins de temps, tu cherches des pièces, tu cherches. Je sais pas si c'est une volonté de vouloir faire disparaître le cash. Ça a été une facilité de paiement, tu as voulu accélérer les choses, mais tu t'es rendu compte qu'au final, bah, tu as perdu une liquidité. Il y a une économie il y a une économie parallèle des paiements de plein de choses qui va disparaître. Je pense que c'est pas monocausal, hein. Mais c'est sûr que tu as des lois, par exemple, qui ont été passées qui interdisaient les paiements au-dessus de 1 000 € en cash. Mais je pense que les régulateurs, ça les arrange, parce que du coup, ça fait moins de portes de sortie, ça enferme les gens un petit peu dans leur système financier. Mais de toute façon, ils savent très bien que par l'usage, vu que c'est plus pratique pour les gens d'utiliser une carte bleue, ils savent très bien que quoi qu'il arrive, on y va. Donc ils n'ont même pas besoin d'actionner les boutons réglementaires. Et voilà, je pense que dans 4-5 ans, ça sera fini de toute façon. Ne serait-ce que le vol, tu sais, le cash, ça veut dire ça amène du vol. Oui, on avait beaucoup de pickpocket à l'époque à Pigalle. Ouais, mais même dans un restaurant, tu payes le serveur, il prend 20 balles, il les met dans sa poche, c'est réglé. Moi, je fais des restos où les gars ne veulent plus de cash. Tu peux pas. T'arrives, je lui dis, mais j'ai que ça. Il dit, bah, j'ai pas de solution. Et oui, donc toi, en fait, quand tu prends les paiements en cash, en carte, ça te garantit que tes salariés vont pas taper dans la caisse, quoi. Exactement. Beaucoup de plus en plus de restaurants, de boîtes de nuit, où tu as une caisse et tu payes et tu te balades avec un ticket. Le but, c'est que l'argent ne passe pas dans les mains de tout le monde. Tiens, va poser ça dans la caisse. Le billet, le temps qu'il arrive là-bas, il peut disparaître. Maintenant, ça a sécurisé les caisses, mais tu fais disparaître autre chose. Okay. Beaucoup de gens voient le mauvais côté, mais je pense que les gens qui ont pensé à ça au départ, c'était pas la volonté principale de faire disparaître le cash. Je le pense sincèrement. Je me trompe pas. Mais je pense que c'était pas le dire, il n'y aura plus de cash, il n'y aura pas d'économie parallèle. Je pense qu'il y a des restaurateurs, eux, ils sont pas là, ils veulent que l'argent soit. Un café acheté, ben, il est payé, tu direct, tu as un ticket. Bien sûr, de toute façon, le monde, tout se numérise. Hein. C'est pour ça que nous, on est dans le Bitcoin. C'est un outil numérique qui est dématérialisé et qui, de toute façon, va nous... C'est pour ça qu'il y a un sens à aller vers le Bitcoin. Parce que maintenant, tu sais qu'il n'y aura que ça. Donc, autant gagner du temps, te dire, OK, d'ici 2 ans, le cash aura quasiment disparu. Donc, autant aller direct et faciliter les choses pour les gens. OK. Donc, on fait un appel à tous les restaurateurs parisiens, si jamais ils veulent avoir du cash numérique, on peut les aider à faire le passage au plan B. Ok, super, ben merci d'avoir pris le temps de discuter un petit peu avec nous, Joseph. Non, c'était cool. Et puis j'espère qu'on pourra se refaire une interview, un de ces 4. Quand tu accepteras Bitcoin dans tes restos, peut-être on fera un petit retour d'expérience. Attention, maintenant tu es obligé d'accepter tellement de moyens de paiement, tu vois, et sur lesquels on est taxé. Tu vois, toutes les cartes resto et tout ça. T'es tellement taxé, tu sais même pas ce que tu payes. Tu dis ok d'accord, j'accepte. T'es obligé, les gens viennent avec des cartes et t'es taxé à 4,90 de moyenne. Ah donc t'es taxé, quand toi tu prends un paiement en carte ticket resto, t'arrondis à 5%. Ok, donc ça veut dire que le mec en plus de toutes ces choses-là, t'es payé, tu es taxé sur ces... Tu fais une ristourne de 5%. Incroyable. 5% au mec qui paye avec sa carte resto. Ça commence à être dur. Bon, bah sur ces belles paroles, Joe, merci à toi. Merci beaucoup. Allez, ciao.